sommes dans une phase qui suit directement les dernières élections européennes du printemps 2024. Et comme tous les 5 ans, le Parlement a été renouvelé et tout part du Parlement. Alors voyons où nous en sommes et les enjeux et en quoi cela mobilise la France. Donc le nouveau Parlement, vous en voyez la composition ici, il compte 720 députés, 81 députés français, un peu plus qu'avant, si on tient compte de l'évolution de la démographie. Donc la France fait partie des pays qui gagnent des députés à chaque fois. Très bien. C'est un Parlement qui est plus à droite que le Parlement précédent. Le Parti populaire européen, qui est le groupe de droite, est le premier groupe. En France, ça correspond aux Républicains, par exemple. Les sociaux-démocrates sont le deuxième groupe. En France, c'est le Parti socialiste, Place publique. Et puis, nous constatons une montée de l'extrême droite au niveau européen, mais une extrême droite qui est éclatée en 3 groupes, et donc cela nuit à sa cohésion et à son influence. Les Patriotes pour l'Europe, avec le Rassemblement national en France, la Ligue en Italie, le Fidesz en Hongrie, les conservateurs et réformistes européens, c'est par exemple Fratelli d'Italia en Italie, et un 3e groupe qui s'appelle Identité et démocratie. En revanche, les libéraux comme Renew, En Marche, et les écologistes sont en repli, et la gauche accroît un petit peu sa présence, c'est par exemple la France Insoumise en France, Die Linke en Allemagne. Donc les équipes sont modifiées. Le Parlement s'est réuni en session inaugurale à Strasbourg en juillet, et il a réélu la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour un 2e mandat, avec une majorité plus large que la dernière fois, une majorité large, hétéroclite, les sociodémocrates, les Verts, Renew, le Parti populaire européen, et une partie de l'extrême droite, CRE, et pas les autres groupes d'extrême droite. Donc Ursula von der Leyen a été confortablement réélue pour un 2e mandat. On l'appelle la présidente élue, un peu comme aux États-Unis, parce qu'elle doit encore être confirmée par le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement. Voilà, donc Ursula von der Leyen, 5 more years. Elle vous remercie, je remercie les parlementaires européens qui ont voté pour elle. Et elle a publié des orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024-2029. C'était son discours devant le Parlement avant d'être réélu, un peu modifié, amendé pour tenir compte des desiderata des uns et des autres. Et ça constitue le premier bloc d'orientation politique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les top jobs. Les top jobs, c'est la présidente du Parlement, qui a été également réélue, Roberta Metsola. C'est le président du Conseil européen, c'est Antonio Costa, le portugais, qui remplace Charles Michel. Et c'est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, et c'est Maja Kallas, estonienne. Ces top jobs doivent être approuvés par le Conseil européen. Alors, non, pardon, du coup, effectivement, la diapo, excusez-moi, votre compte, certains y figurent, mais pas tous. Là, c'est le collège des commissaires. Ah, d'accord. Donc, il y a effectivement la présidente de la commission, Kaja Kallas, c'est ça, la haute représentante pour les affaires étrangères, mais il n'y a pas la présidente du Parlement, ni le président du Conseil européen. Les orientations politiques de la présidente de la commission, elles sont inspirées des rapports d'Enrico Letta sur le marché intérieur et de Mario Draghi sur la compétitivité, et elles sont très orientées vers la prospérité, comment faire pour que l'Europe ne décroche pas en termes de niveau de vie par rapport, par exemple, à l'Amérique du Nord, c'est l'une des préoccupations, la compétitivité, la simplification de la vie des entreprises, le pacte pour une industrie propre. Et en matière de politiques environnementales, on parle plus de mise en œuvre en réalité de ce qui a déjà été décidé, de mise en œuvre du Green Deal. On sent bien qu'il y a un peu un virage qui est pris par la prospérité, la compétitivité, l'innovation, la numérisation, les investissements, notamment en mobilisant l'épargne privée et en évitant qu'elle trouve refuge à l'extérieur de l'Union européenne. Il figure quand même des aspects concernant la transition juste, la politique de cohésion, l'adaptation au changement climatique, qui est un thème qui monte en puissance, et puis une révolution dans le budget, et nous le verrons par la suite. Donc maintenant, si on arrive au collège des commissaires, donc la présidente de la commission a composé son collège, les États désignent le commissaire qui va le représenter, mais c'est la présidente de la commission qui lui donne un portefeuille et qui compose son collège. Donc voici le collège avec 6 vice-présidents exécutifs, dont le français Stéphane Séjourné pour la prospérité et la stratégie industrielle, et puis un ensemble de commissaires.
Si on se concentre un peu sur les transports, le commissaire désigné au transport, Apostolos Tsikostas, est grec. Il s'occupera, s'il est confirmé, des transports et du tourisme. Et il se situe dans un pôle chargé de la cohésion et des réformes, avec Raffaele Fitto, italien. Et donc, on voit là un peu un changement d'approche, puisqu'auparavant, les transports figuraient étaient compris dans un pôle tourné vers le climat. Et là, on passe à des transports plutôt, envisagés en priorité sous l'angle de la cohésion des territoires. Et d'ailleurs, c'est le même choix que celui qu'a fait le gouvernement français. Je ne sais pas si Michel Barnier s'est inspiré de l'organisation de la Commission européenne, si différents facteurs ont joué, mais le gouvernement français, les transports sont plus rattachés à la question du partenariat avec les collectivités territoriales. Tous ces commissaires, ils vont être auditionnés par le Parlement, validés individuellement par les parlementaires, puis le collège dans son ensemble sera approuvé par le Conseil européen. Venons-en maintenant à la lettre de mission du commissaire au transport. Voilà, Ursula von der Leyen lui a écrit, et elle lui dit, alors pour insister sur certains points, vous allez vous assurer que les parties manquantes du réseau transeuropéen de transport seront construites d'ici 2030, notamment à l'aide du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe, etc., etc. Vous allez travailler sur un réseau de lignes ferroviaires à grande vitesse entre les capitales européennes. Vous allez faire une proposition législative de règlement sur la réservation et la billettique des voyages internationaux, en particulier le ferroviaire, pour permettre plus facilement aux voyageurs de voyager en train d'un pays à l'autre avec différentes compagnies ferroviaires qui, pour le moment, ont des sites qui ne communiquent pas forcément. Et ce sera l'un des chantiers majeurs. Vous allez travailler sur le bon déploiement des infrastructures de recharge. Vous allez élaborer un plan industriel pour l'automobile et pour le maritime, les chantiers navals. Vous allez travailler à la numérisation du secteur, au déploiement de la signalisation ERTMS dans le ferroviaire notamment. Vous allez renforcer la mobilité militaire, et on pourra en reparler, c'est peut-être sur la slide d'après. C'est un point qui monte en puissance aussi pour permettre des mouvements de troupes et de matériel militaire rapide d'un bout à l'autre de l'Union européenne en cas de conflit. Et voilà, donc un certain nombre d'orientations. Côté français, nous nous retrouvons dans un certain nombre de ces orientations et nous sommes attentifs à l'audition du commissaire pour voir si les parlementaires, notamment, vont poser des questions qui vont l'amener à préciser sa position dans certains domaines. Je vais donner quelques exemples de positions françaises. Sur le réseau transeuropéen de transport, nous sommes évidemment très favorables à ce grand plan, mais nous sommes aussi attentifs à la question budgétaire et au fait que nous avons aussi d'autres priorités au niveau national et que nous allons tout devoir concilier. Par exemple, pour le ferroviaire, la régénération de notre réseau, les mobilités du quotidien avec les services express régionaux métropolitains. Donc, nous voyons cela d'un bon œil, mais nous disons attention, allons-nous pouvoir tout faire nous sommes également attentifs, nous ferons que certains aspects pourraient être plus développés. Par exemple, la production de carburants alternatifs durables pour le transport maritime et le transport aérien. Ils vont devoir être incorporés dans des proportions croissantes, mais ce serait mieux s'ils étaient fabriqués en Europe plutôt que si nous les importions d'Amérique du Nord ou d'Asie. Nous sommes aussi très attentifs traditionnellement à la dimension sociale. Nous aimerions améliorer les conditions de travail des travailleurs du transport routier, des travailleurs du transport maritime. Et nous sommes aussi très attentifs au report modal. Nous disons qu'il est très bien de verdir chaque mode de transport pris individuellement, mais qu'en complément, nous aurons besoin de reporter les trafics de passagers et de marchandises vers les modes les plus écologiques. Et nous trouvons peut-être que la Commission se concentre plus sur le verdissement de chaque mode que sur le report modal. Donc nous allons, nous aussi, essayer de faire valoir nos priorités pour influencer cette lettre de mission. Et je crois que nous arrivons à la fin de cette première partie. Vas-y. Oui, sur le portuaire, oui. Oui, sur le portuaire, il est question d'une stratégie portuaire européenne. Je ne connais pas très bien parce que c'est vrai que je ne me suis pas présenté précisément, mais je m'occupe des questions liées au transport terrestre et aux questions intermodales, donc transverses à tous les modes de transport. Et j'ai un collègue qui s'appelle Alain Nuet, avec qui nous travaillons, qui s'occupe du transport maritime, aérien et de la navigation fluviale. Et je crois que la stratégie portuaire, ça fait écho à une résolution que le Parlement a adoptée précédemment. Et ça
comment dire, ça traite les questions portuaires sous tous leurs aspects, pas seulement les questions de transport au sens propre, mais aussi les questions d'investissement étranger dans les ports, de sécurité, avec les problèmes liés au trafic de drogue, etc. Et donc, effectivement, la Commission s'approprie cette initiative du Parlement pour en faire une stratégie. Voilà,